À Paris, au cœur du 16e arrondissement, une vieille maison de pierre beige semble retenir un souffle que plus personne n'entend. Les volets, à moitié fermés, laissent filtrer une lumière pâle. Dans le jardin, les feuilles sèches s'accumulent, comme si le temps avait décidé de ne plus avancer. C'est ici, dans cette demeure discrète de l'avenue Foch, que Marcel Pagnol, l'un des écrivains et cinéastes les plus aimés de France, s'est éteint le 18 avril 1974. Un homme dont les mots avaient réinventé la Provence, dont les films avaient fait éclore le rire comme la tendresse, quitte le monde dans une pièce silencieuse, loin du soleil brûlant de ses collines natales. Aucun décor, aucun projecteur, aucune caméra. Seulement un lit, une lampe de chevet et le souffle lent d'un vieil homme qui regarde ses souvenirs se dissoudre dans le soir. Au moment de sa mort, sa fortune était estimée à l'équivalent de plusieurs millions d'euros. Une richesse née de ses romans, de ses films, de ses pièces, d'une carrière qui avait fait de lui une figure imparable de la littérature et du cinéma français. Mais face au silence qui règne dans cette maison aujourd'hui, ce chiffre semble presque insignifiant. Ceux qui sont entrés dans la demeure après sa disparition témoignent d'une atmosphère étrange. Des manuscrits encore ouverts sur son bureau, une pipe posée à côté d'un cendrier, une écharpe soigneusement pliée, et sur un mur, une photo jaunie de la Provence, accrochée comme une fenêtre vers le passé. Entre la gloire immense de son œuvre et l'immobilité glaciale de sa dernière maison, une question persiste. Comment un nom aussi monumental peut-il s'éteindre dans un lieu désormais si silencieux? De Marcel Pagnol, naît le 28 février 1895 à Aubagne, au pied des collines brûlantes de Provence. Enfant, il court dans les chemins de garrigues, écoute le chant des cigales, observe les ombres des arbres qui s'allongent au crépuscule. Ces paysages, ces odeurs, ces silences habités deviendront plus tard la matière première de toute son œuvre. Élevé dans une famille modeste mais instruite, il développe tôt un amour presque instinctif pour les mots. À l'école, il excelle. À la maison, il dévore les livres. Mais c'est en Provence, pendant les vacances, qu'il découvre la vraie poésie, celle de la terre, du vent, de la lumière. Une poésie qu'il n'oubliera jamais. Dans les années 1920, il se fait remarquer grâce à ses premières pièces, notamment Les Marchands de gloire et surtout Topaz, qui le propulse sur la scène littéraire. Son style est clair, simple, vibrant. Il ne cherche pas l'artifice, il cherche la vérité humaine. Puis vient l'explosion. Avec Marius, Fanny, César, il transforme le vieux port de Marseille en un théâtre universel. Les dialogues chantent, les personnages respirent, les émotions sentent le réel. La France entière découvre un auteur qui sait faire rire sans cruauté, émouvoir sans pathos, raconter sans mentir. Un auteur qui n'invente pas le peuple, il l'écoute. Le cinéma l'appelle très vite, et Pagnol devient l'un des premiers écrivains à comprendre que le 7e art peut donner une puissance nouvelle à la parole. Il réalise, produit, écrit. Il tourne en Provence, dans sa lumière, dans sa terre. Il filme les visages, le soleil, la poussière, les silences, ces silences qu'il maîtrise comme personne. Dans les années 1950, il publie les livres qui feront de lui une figure éternelle. La gloire de mon père, Le château de ma mère, Le temps des secrets. Des œuvres tendres, universelles, où l'enfance devient un royaume perdu. Mais derrière cette ascension lumineuse se cache un autre récit, plus discret. Celui d'un homme qui, malgré le succès, porte le poids des années, de la fatigue et d'une solitude qu'il tait. Mais derrière les projecteurs, un autre récit se dessinait. 3. Dans les dernières années de sa vie, Marcel Pagnol se retire progressivement du tumulte littéraire et cinématographique qu'il avait pourtant contribué à construire. L'homme autrefois entouré d'acteurs, de techniciens, de producteurs, retrouve une forme de solitude paisible mais lourde, une solitude qu'il n'avait jamais réellement choisie, mais qui finit par s'imposer à lui. Il vit entre Paris et sa chère Provence, mais c'est la capitale, et surtout la maison de l'avenue Foch, qui devient son dernier refuge. Les journées y sont longues, lentes. Il lit, relit ses propres manuscrits, rature, corrige, comme si l'œuvre d'une vie ne pouvait jamais être réellement achevée. Dans son bureau,
Les livres s'empilent en colonnes instables. Sur la table, sa pipe refroidit trop vite. Et la lumière, tamisée, se pose sur son visage vieilli avec une douceur qu'il accepte à peine. Le poids des années se fait sentir. Son souffle devient plus court, ses déplacements plus rares. Il reçoit malgré tout quelques amis, quelques fidèles, mais les grandes conversations d'autrefois s'éteignent tôt. La fatigue, physique mais aussi émotionnelle, envahit peu à peu son quotidien. Il repense souvent à la Provence, à ses collines, à ses chemins d'enfance. Il en parle avec une émotion qui trouble ceux qui l'écoutent. On sent dans sa voix une nostalgie profonde, presque douloureuse, celle de quelqu'un qui sait qu'il ne marchera plus jamais vraiment sur les terres de son enfance. Les journaux évoquent encore son nom, mais Pagnol se tient loin de la lumière. Il n'a plus la force d'écrire comme avant, ni celle de tourner, ni celle de combattre les critiques d'un monde culturel qui change trop vite. Le soir, la maison devient un théâtre silencieux. Le bruit des voitures sur l'avenue Foch se confond avec le tic-tac de l'horloge du salon. Pagnol ferme les yeux, écoute, respire doucement, comme s'il cherchait dans ces sons lointains le vent de Provence qui lui manque tant. Et dans cette maison devenue trop grande pour lui, un sentiment s'installe, grave et doux à la fois, celui d'une vie immense qui approche calmement de son dernier chapitre. C'est dans cette maison que le silence a fini par gagner. Le 23 novembre 2006, Paris est enveloppé d'une lumière grise, presque floue, comme si la ville hésitait à commencer la journée. Dans son appartement du 7e arrondissement, Philippe Noiret repose dans son lit, affaibli par des mois de lutte contre le cancer. Les pas sont rares dans la maison ce matin-là. L'air semble retenir sa respiration, conscient que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. La chambre est modeste et silencieuse. Une lampe allumée diffuse une lumière douce sur les murs. Près du lit, un livre refermé, des lunettes posées à côté. Sur un fauteuil, une écharpe sombre qu'il portait souvent, comme un prolongement de sa silhouette. La maladie a rongé son corps, mais pas son regard. Jusqu'à la veille, il observait encore la fenêtre, les nuances du ciel, les petites traces de vie qui persistent même lorsque l'essentiel s'efface. Dans les dernières heures, il ne parle presque plus. Ses proches lui tiennent la main. Il répond parfois d'un sourire minuscule, d'un souffle fragile. Son visage, même épuisé, conserve cette douceur mélancolique qui avait touché des millions de spectateurs. Vers midi, la respiration devient plus irrégulière. Un silence profond enveloppe la pièce, un silence presque sacré. Puis, d'un souffle très léger, Philippe Noiret s'éteint. Aucune agitation, aucune lutte. Une fin paisible, humble, fidèle à l'homme qu'il était, discret, réservé, profondément humain. La nouvelle de sa mort se répand rapidement. Le cinéma français perd une figure immense, une voix inimitable, un regard qui avait donné à tant de personnages une vérité bouleversante. Les hommages affluent, réalisateurs, acteurs, journaux, festivals. On parle d'un monument, d'un gentleman, d'une âme rare. Mais dans son appartement, le temps s'arrête. La lumière glisse sur son fauteuil vide. Les murs retiennent encore un peu de sa chaleur. Et le silence, ce silence qu'il avait tant maîtrisé dans ses films, prend toute la place. Une fin douce pour un homme qui avait donné tant d'émotions au monde. Pourquoi tant de silence autour d'un nom si grand? 5. Après la mort de Philippe Noiret, l'appartement du 7e arrondissement devient un lieu suspendu, presque intouchable. Les proches, les notaires, les amis entrent avec une retenue inhabituelle, comme s'ils pénétraient dans un sanctuaire où le moindre bruit pourrait troubler une présence encore palpable. La lumière de l'après-midi filtre doucement par les rideaux, glissant sur les objets, les livres et les meubles, comme une caresse d'adieu. La succession révèle une fortune estimée à environ 10 millions d'euros, une somme importante, mais qui semble étrangement modeste lorsqu'on considère l'immensité de sa carrière. Noiret n'a jamais cherché le luxe ostentatoire. Sa richesse était discrète, investie dans un petit nombre de biens immobiliers, quelques placements, et surtout dans les droits de ses films, toujours actifs. Mais ce ne sont pas les chiffres qui frappent les héritiers en premier. Ce sont les traces laissées dans chaque pièce. Dans le salon, il découvre un fauteuil usé, encore creusé par la forme de son corps. Des piles de scénarios annotés. Des journaux avec des coins repliés, comme s'il comptait les relire. Et une vieille lampe de bureau dont la lumière jaune semble encore retenir l'ombre de son visage. Dans la bibliothèque, véritable cœur de la maison, les étagères débordent de volumes, littérature française, romans étrangers, ouvrages historiques,
recueil de poésie. Beaucoup sont annotés de sa main avec une écriture large, légèrement penchée. Entre deux livres, on trouve une photo ancienne, Noiret jeune, souriant timidement, presque méconnaissable. La cuisine est parfaitement rangée. Dans un placard, une sélection de thé qu'il buvait chaque soir. Sur le réfrigérateur, une carte postale envoyée par un ami acteur, accrochée par un aimant usé. Mais c'est dans sa chambre que la présence de Noiret est la plus forte. Sur la table de nuit, un chapelet posé à côté de ses lunettes. Dans une commode, des foulards soigneusement pliés, lui qui en portait presque toujours, comme une seconde peau. Et dans un tiroir discret, une enveloppe. À l'intérieur, des lettres personnelles écrites par lui, jamais envoyées, jamais ouvertes depuis. Des mots adressés à sa femme, à ses amis, à lui-même. Les notaires avancent lentement, conscients que chaque objet a une charge émotionnelle immense. Chaque pièce semble respirer encore un peu de lui. Son héritage est partagé entre sa fille, Frédéric Noiret, et sa femme, Monique Chaumette, avec laquelle il a vécu plus de 40 ans. Quelques œuvres et documents rejoindront plus tard les archives du cinéma français. Mais une question hante ceux qui parcourent sa maison. Comment résumer une vie aussi dense à une simple liste d'objets et de chiffres? Quand l'inventaire touche à sa fin, l'appartement semble se refermer sur lui-même. Le fauteuil reste vide. La lumière du soir s'éteint lentement. Et un silence profond envahit les lieux, comme si Noiret lui-même y flottait encore. Peut-on vraiment posséder ce qui n'a jamais cessé d'appartenir à l'émotion de millions de spectateurs? Les papiers sont signés. Les portes se ferment. Et la maison, immobile, devient une mémoire figée, un dernier théâtre où son absence fait encore du bruit. 6. Lorsque la porte de l'appartement du 7e arrondissement se referme pour la dernière fois, un silence dense s'installe, un silence qui semble retenir le souffle même de la maison. Les pièces, encore habitées de son odeur, de ses livres, de ses objets du quotidien, paraissent soudain trop grandes pour contenir l'absence. Le fauteuil, immobile, semble attendre un corps qui ne reviendra plus. Le bureau, éclairé par une lampe jaunâtre, garde l'empreinte d'un travail interrompu. Philippe Noiret a traversé le cinéma français comme un géant tranquille. Pas de fracas, pas de scandale, pas de gestes abrupts. Seulement une voix chaude, lente, enveloppante, des regards lourds de sens et une élégance discrète qui a marqué des générations. Et pourtant, sa mort fut un murmure. Un départ sans bruit, sans flamboyance, loin de l'agitation du cinéma. Un effacement presque volontaire, comme s'il avait souhaité que la lumière baisse doucement, sans déranger personne. Son héritage ne se résume pas aux films, ni aux récompenses, ni même aux millions qu'il laisse derrière lui. Il réside dans cette sensation unique qu'il donnait à ceux qui le regardaient, celle d'un homme vrai, profondément humain, capable de transmettre une émotion immense avec un simple regard. Quand la nuit tombe sur son ancien appartement, on pourrait presque imaginer un souffle léger traverser la pièce, comme une réplique oubliée, comme l'ombre discrète d'un sourire revenu saluer une dernière fois. Et une question persiste, douce et insoluble. Le vrai héritage, est-ce ce qu'on possède ou ce qu'on inspire? La lumière décroît, le silence s'installe, et une vérité demeure, lente et profonde. Le silence ne tue pas la mémoire, il la purifie.